la deuxième fois ce mois-ci, nous sommes devant cette vénérable maison de verre afin de pouvoir réaliser une seconde interview cette fois-ci. Nous sommes le lundi 26 juillet et nous allons rencontrer, devinez, vous allez voir. Voilà, nouvelle séquence derrière le masque. Cette fois-ci, nous sommes effectivement bien dans la maison du Puy, mais pas totalement chez Spirou, car nous avons la grande chance de pouvoir rencontrer Julie Genard, qui est secrétaire d'édition pour notamment Air Libre. Bonjour Julie. Bonjour. Pas facile de parler avec le masque. Non, c'est pas facile. Alors comme nous sommes vaccinés, que nous avons respecté les distances, nous pouvons le retirer. Je t'en prie, ça sera plus pratique pour toi comme pour moi. Voilà. Ça fait du bien. Oui. Voilà. C'est parti. Et donc, voilà, écoute, merci beaucoup de nous recevoir dans ton bureau comme ça tôt le matin. J'espère qu'on ne t'a pas fait lever plus tôt que l'heure habituelle. Pas du tout. Non, pas du tout. Super. J'avoue que je ne te connaissais pas beaucoup avant. Et donc, mais la première question, elle est traditionnelle pour ceux qui suivent désormais nos capsules. En 3 mots, qui es-tu ? Alors, je suis secrétaire édito aux éditions du Puy, donc évidemment. Depuis 15 ans, ça fera 15 ans la semaine prochaine, pile poil. Je travaille essentiellement sur la collection Air Libre. J'ai travaillé également sur ce qui étaient les collections empreintes, repérage. Je fais un petit peu de tout public avec Frédéric Nifle. Et que dire de plus ? Ça peut être plus personnel, c'est 3 mots qui te résument. Alors, si je devais me résumer réellement, moi, l'entièreté de ma personnalité, du Puy et hors du Puy, je suis secrétaire édito, je suis maman et je suis danseuse orientale. Voilà. Danseuse orientale, c'est un hobby ça ? Oui, c'est un hobby. Ça fait longtemps ? Oh oui, beaucoup plus de temps que je n'oserais le dire, mais oui, ça fait une 20aine d'années que je fais de la danse orientale. Et actuellement, j'ai une ASBL et je propose des cours et je propose des spectacles. Alors malheureusement, 2 ans sans spectacle, mais en théorie, on fait un spectacle chaque année. Donc c'est une petite organisation bien sympathique où on représente notre école de danse, nos élèves, dans une petite salle de spectacle, ici pas très loin, à Mont-sur-Marchienne. Et avec les invités, les personnes de la famille, etc. Et des gens intéressés qui viennent. Elle s'appelle comment cette école de danse ? C'est l'ASBL Babouche. Oh, joli comme nom. Et tu en as besoin pour déstresser du travail de secrétaire d'édito ici ? Non, pas vraiment. C'est un boulot qui demande parfois des pics de stress lors des bouclages des albums. Mais dans l'ensemble, c'est pas le boulot le plus stressant du monde. Et en quoi consiste exactement ton travail ? Parce que finalement, dans le monde de la BD, les fans comme nous, on est toujours les auteurs, dessinateurs, les scénaristes. Mais on oublie tout ce qui se trouve derrière, ou plutôt en amont, tout ce qui est indispensable. J'ai souvent tendance à mettre en avant aussi... les coloristes, j'aime pas ce terme, je préfère mise en lumière ou artiste de la lumière, voilà. Mais c'est vrai qu'avant même, il y a encore les secrétaires d'édition et tout le travail de l'édition. C'est vrai que dans une maison d'édition, on a tendance à penser à l'éditeur, au service juridique, au service de fabrication. Le boulot de secrétaire éditorial est un petit peu... je vais le mettre au féminin alors que j'ai un collègue masculin. Je suis désolée, voilà, c'est du... on est plus souvent des femmes que des hommes à ce poste-là. Et en fait, on a tendance à oublier ce job qui consiste essentiellement... Alors, moi, je me définis comme un chien de berger. C'est-à-dire que, en fait, le rôle de la secrétaire d'édition, pour moi, c'est d'essayer de ramener tous les petits moutons qui œuvrent sur la bande dessinée dans l'enclos afin de faire l'album. C'est-à-dire que c'est un travail qui commence très en amont, donc quasiment à la signature du contrat, parce qu'il y a tout un processus administratif de création,
d'articles, d'albums, de devis, etc. Donc on commence à ce niveau-là. Alors après, c'est tout ce qui est suivi de remise des planches, remise des couleurs, de la mise en lumière, donc. Le travail avec les graphistes, donc fournir le matériel aux graphistes pour faire la mise en page, tout ça en collaboration avec évidemment l'éditeur. L'éditeur a plus un rôle d'aide à la création pour l'auteur réellement, où la secrétaire d'édition fait le travail entre guillemets administratif. Alors on met les mains dans la création également parce qu'on voit arriver les planches, on fait le suivi des couvertures, etc. Et donc, le processus avançant sur l'album, on essaye justement de récupérer tous ces petits éléments qui font une bande dessinée, et après d'envoyer tout ça au studio graphique et puis à la fabrication. Alors vous allez me voir faire ce geste-là souvent parce que mes collègues du studio sont juste à côté et la fabrication est encore à côté. Donc, même dans l'architecture du bâtiment, on suit vraiment les étapes de fabrication d'un album. Quand on rentre, c'est vraiment le suivi. D'abord l'édito, le studio, la fabrication. Et donc jusqu'au moment de la fabrication, on est là pour vérifier, en gros, que tout se passe bien et que tout est dans les temps. Et c'est là où il peut y avoir un petit peu de stress, parce qu'on connaît tous Gaston et le bras qui dessine comme ça. On l'avait croisé de l'autre côté. Voilà, et ça se passe comme ça. Concrètement, ça se passe réellement comme ça, parce que je connais des auteurs qui sont à l'heure, je connais des auteurs qui sont en avance, mais j'ai envie de dire que ce sont les exceptions qui confirment la règle. On peut avoir des noms. Voilà. Non. Bon, et les auteurs qui sont en retard, on peut avoir des noms? Parce que ça, c'est quand même un classique. Bon, alors je vais vous en donner 2, mais c'est parce que ceux-là sont des gens que tout le monde, qui sont célèbres pour leur retard, et je ne travaille pas avec eux. Enfin, pour un, je ne travaille plus avec lui. C'est Dany et Cox, par exemple, qui sont extrêmement célèbres pour leur retard, tous les deux. Ouais. Donc là, je ne divulgue rien. Dany, effectivement, que nous avions rencontré lorsqu'il a sorti Un homme qui passe avec Denis Lapierre. Et c'est vrai qu'il nous en avait parlé, qu'effectivement, ce n'était pas toujours évident, donc c'était assez amusant. Mais Dany, on continue à bien t'aimer, je te rassure. Ah oui, on l'adore, mais on adore Daniel aussi. Tu es secrétaire d'édition pour Air Libre, mais également pour d'autres séries BD adultes. Oui. Alors, il y a aussi Laurence Vintré, je pense, qui est secrétaire ou éditrice pour Air Libre. Comment se structure un peu le département Air Libre chez Dupuis? Alors, le département Air Libre, à la base, c'était un directeur de collection qui était José-Louis Boquet. Oui. José-Louis Boquet qui donc chapeautait la collection Air Libre jusqu'il y a quelques mois donc. Maintenant, chaque éditeur qui avait envie ou pour lesquels les auteurs ressentaient le besoin de faire un album plus adulte, plus littéraire, plus sur des choses plus personnelles peut-être, proposait à Benoît, Laurence, ici plus fréquemment Laurence. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un dialogue entre éditeurs. Est-ce que je peux mettre... j'ai ce projet-là, est-ce qu'il t'intéresse pour Air Libre? L'auteur aimerait bien. Par exemple, Dany et Denis Lapierre. Et le fait est que l'album s'inscrit totalement dans l'idée de la collection Air Libre. Donc, dans ce cas-là, c'est Laurence qui est éditrice, qui travaille avec son secrétaire d'édito. C'était chapeauté par José-Louis, concrètement. Et donc, c'est comme ça qu'il y a quelques petites transfuges, entre guillemets, d'éditeurs qui viennent mettre leur pierre à l'édifice. Ce qui est tout à fait cohérent parce qu'un auteur comme Dany, qui fait des choses plus légères, peut parfois avoir envie d'exprimer des choses beaucoup plus profondes. Plus mature. Plus mature. Alors, je ne vais pas dire dans le cas de Dany qui s'adresse à un public plus adulte, parce que là, voilà. Mais des choses qui parlent plus à l'inconscient ou même au conscient des gens, mais vraiment dans leurs sentiments, dans leur psychologie. Et donc, ça s'inscrit bien dans Air Libre et c'est cohérent. C'est chez Dupuis, ce sont des éditeurs Dupuis, donc
La cohérence d'Air Libre est conservée, même si ce n'est pas le directeur éditorial Air Libre, enfin le directeur de collection Air Libre, qui apporte ce projet. Pourrait-on dire que Air Libre, c'est un peu la BD d'auteur, comme il existe également dans le cinéma français, le cinéma d'auteur? Oui. Oui. Et ce qui permet effectivement à quelques auteurs de temps en temps de sortir de leur carcan, de leur stéréotype, pour sortir quelque chose de plus réfléchi, de plus... Donc l'intitulé BD d'auteur, cinéma d'auteur, oui. Tout à fait, tout à fait. Oui, je pense que la comparaison est bonne. Parce qu'on a souvent dit c'est du roman graphique, etc. Pour moi, Air Libre n'est pas du roman graphique, mais effectivement, on est plus proche du cinéma d'auteur, avec des choses peut-être plus denses et plus psychologiques, ou qui amènent plus de choses, de matière à penser, à réfléchir, qui ne s'inscrirait pas dans la bande dessinée tout public, qui est le fer de lance de Dupuis. Mais à la base aussi, Air Libre a été créé pour ça, justement, pour cette envie de raconter autre chose que des petits Mickey. Voilà. Et donc, c'était alors de manière assez logique que vous avez lancé vos fameux cahiers, parce que les cahiers de Madeleine qui présentent... Bon là, Dominique, il est superbe. Donc, c'est quand même assez intéressant d'avoir d'un côté les cahiers que vous publiez, enfin bien avant, avec l'album qui suit après. Quand on voit ça, on a aussi Olivier Sinard, à son âme. On a effectivement les différents cahiers pour Madame Baudelaire. Il en existe sur d'autres séries. Donc, c'est quelque chose qu'Air Libre aime beaucoup. Oui, ça permet déjà que les auteurs puissent voir l'avancée de leur travail, concrètement. Parce que, une bande dessinée, ça se fait en 1 an. Chez Air Libre, on est clairement sur des délais qui sont beaucoup plus longs, parce qu'on est sur des paginations beaucoup plus grosses. Donc, ça permet déjà aux auteurs de voir leur travail avancer, comme Madeleine est un excellent exemple de ça. Les auteurs voient leur planche. Madeleine pouvait voir aussi des choses qui avançaient. Oui, c'est ce que Dominique m'a expliqué. Il m'a dit que ça l'a encouragé à poursuivre. Tout à parce fait. qu'elle voyait plus ou moins avant que l'album ne soit terminé Et ce que ça allait apporter. En plus, Madeleine était, alors je ne vais pas dire réticente à l'idée de faire de la bande dessinée, mais Madeleine avait une idée de la bande dessinée qui était très, très proche de la bande dessinée des années 50, c'est-à-dire du divertissement pour enfants. Et ça lui permettait vraiment de prendre conscience que c'était autre chose et que ça permettait justement de transmettre son histoire, son patrimoine qui est génial, d'une autre manière. Et Dominique a fait un travail extraordinaire. Et ça, l'avantage aussi pour les collectionneurs, pour les gens qui sont intéressés, c'est une forme de working progress. Donc on voit l'avancée. Si vous regardez les planches du cahier, ce ne sont pas tout à fait les mêmes que les planches de l'album. Il y a des planches inédites. Bonne question, parce qu'on vient pas d'avoir l'album en main. Donc, je vous spoil. On va regarder de manière attentive, effectivement, pour voir s'il y a des différences et pouvoir les relever. D'accord. Dans ton parcours professionnel, tu as un parcours quand même langue et linguistique romane. Oui. Puis ensuite, directement après, tu fais un master en édition. Oui. Tu étais toute petite que tu as décidé de t'orienter vers cela, parce que toutes tes études sont orientées. Alors complètement. Je suis tombée dans le bain de la bande dessinée toute petite. J'ai appris à lire avec Gaston, Astérix et Tintin. Donc vraiment un panel gigantesque. Mon papa était Spirou et Tintin et ma maman était Pilote. Oula. Donc j'ai fait une fusion de tout ça. J'ai appris à lire. J'ai toujours lu de la bande dessinée. Je suis une grande lectrice de romans aussi. Mais la bande dessinée, c'est vraiment la chose... c'est très émotionnel pour moi. Et quand j'avais une quinzaine d'années, l'imprimerie, qui était à l'époque à Fleurus, à Martin-Roux, a fait une journée porte ouverte. J'avais l'avantage d'avoir le beau-papa de ma meilleure amie qui était conducteur machine. Donc, je suis allée visiter.
Et là, c'est un grand souvenir parce qu'il y avait les Spirou qui sortaient de la reliure sur les tapis roulants. Et j'ai vu les Spirou et j'ai dit à ma maman, je veux faire ça. Je me fiche de comment je peux y arriver, mais moi, je veux faire des livres comme ça. Je veux faire des livres. Et donc, tout mon parcours scolaire a été guidé par je vais faire de l'édition. Je ne sais pas comment je vais y arriver, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais faire l'édition. Alors, l'avantage que j'ai eu, c'est de sortir du secondaire fin des années 96. Il y avait une université qui proposait un master d'édition qui était Louvain-la-Neuve. Donc, je n'ai même pas cherché, je me suis inscrite là-bas, je me suis dit, ok, c'est le bon parcours, parce que ce master en édition permettait de faire des stages en édition. Et rentrer dans une maison d'édition, c'est difficile. C'est un milieu qui est très fermé, c'est pas simple. Donc je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais faire ça. Donc j'ai suivi mon parcours scolaire. J'ai fait un stage assez long chez Dargaud Lombard. Je me suis accrochée au bureau en me disant je ne veux pas partir. J'ai pu faire un stage très long. Après, j'ai été engagée comme étudiante. Donc, j'ai été à tous les secteurs. J'étais à la presse, j'étais à l'accueil. J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire, mais je me suis accrochée. Et à l'époque, Nathalie Van Kampenhout travaillait chez Dargaud Lombard. Et elle venait d'être engagée en CDI à l'époque. Et elle avait postulé aux éditions Joker, les éditions Joker qui l'ont appelée, Thierry Taburio qui l'a appelée pour dire j'ai un poste qui se libère, est-ce que tu es intéressée ? Nathalie a dit non, je viens d'être engagée, mais j'ai une stagiaire. Et je me suis retrouvée chez Joker. Voilà. Petite anecdote, avant même d'avoir fini mes études, je travaillais chez Joker en fait. Et de Joker, tu es passée chez Dupuis après. Et de Joker, je suis passée chez Dupuis. J'ai fait 3 ans chez Joker et après je suis venue ici chez Dupuis. Et c'est chez Joker que tu as découvert Dany. Exactement. Enfin, je connaissais déjà Dany avant. C'est là que tu l'as rencontré. J'ai rencontré Dany. Ça a été ma première rencontre d'auteur, que je lisais et dont j'étais très fan. Voilà. Alors, mon papa lisait la version adulte, ma maman lisait Olivier Rameau. Voilà, c'est toujours un truc. Voilà. Et donc, j'ai rencontré Dany et j'ai beaucoup rigolé avec lui pendant 3 ans chez Joker. C'était vraiment... c'était une toute petite maison d'édition, donc pas du tout le profil de Dupuis, mais ça apprend le travail à la dure, j'ai envie de dire, parce qu'on fait tout. Chez Joker, on est secrétaire éditorial, on est attaché de presse, on est électricien, on fait le café. Voilà, j'ai été à Angoulême monter le stand. Quand je dis électricien, voilà, c'est le stand. Donc c'est un travail très dur, mais vraiment très 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 enrichissant et qui apprend à travailler de manière très autonome dans la rapidité et de connaître absolument toutes les étapes du livre de manière très condensée. Parce qu'ici, il y a différents départements où chacun a son rôle. Chez Joker, on fait tout. Donc on apprend le travail. Au bout d'un certain temps, c'était à Bruxelles, moi je suis Carolo. Voilà, il n'y a pas de hasard. Oui, le hasard n'existe pas. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de varier un petit peu. J'ai postulé chez Dupuis. C'était en 2006, la fameuse année 2006 du rachat des éditions Dupuis par Média Participation. Il y avait énormément de bouillonnement à l'intérieur, au sein des éditions Dupuis. Et ils cherchaient 2 secrétaires éditoriales pour aider à la passation de pouvoir, pour essayer de remettre un petit peu de sérénité, parce qu'il y avait un éditeur parisien, Louis-Antoine Dujardin à l'époque, et des éditeurs qui étaient sur place, et donc les communications étaient assez complexes, comme en plus la société était un petit peu en foisonnement comme ça. Donc on a été 2 à être engagés, ma collègue Pierrette et moi. Pierrette est allée travailler avec Benoît Fripia sur, à l'époque, le tout public. Donc c'était vraiment très scindé à l'époque, le tout public. Et moi, je me suis retrouvée dans l'ado adulte, ce qui était cohérent avec ce que j'avais fait juste avant. Voilà. Tu as dit qu'effectivement, tu étais tombée dans la soupe de la BD très très jeune. Quelle est la première BD qui t'a marquée et dont tu te rappelles ?
La première BD qui m'a marquée... Alors, Gaston. Clairement, c'est Gaston. Alors, je ne peux pas dire un album en particulier parce que c'est l'univers de Gaston. Et je pense que c'était déjà une prédisposition à aimer le travail qui était derrière, en fait. Parce que Gaston, et c'est typique à Dupuis, c'est ce qui se passe en interne. Et tu fais autant de gaffe que lui? Non, j'espère, je touche du bois. Non, mais c'est Gaston. Et alors, un peu plus tard, c'est une bande dessinée qui m'a aussi profondément marquée et qui a aussi influencé mes choix de vie à l'époque. C'est à la concurrence. Ce sont Les Archers de Torgal, Vanham et Rosinski. Et c'est une bande dessinée qui m'a donné une grosse baffe dans la figure. Graphiquement, intellectuellement, parce que c'est une bande dessinée où en fait il ne se passe rien. Ouais. Pendant 48 pages, il ne se passe quasiment rien. Et malgré tout, elle est d'une densité absolument incroyable. Quelle est d'ailleurs ta bande dessinée préférée? Si tu devais partir sur une île et tu as le droit à prendre une bande dessinée avec toi. Une seule bande dessinée. Ouais. Ah là là, ça c'est très compliqué. Une seule bande dessinée que je relirai toute ma vie. Alors, je prendrais probablement l'Angélus de Giroud et Pelleiro. Voilà. Qui est dans la collection Air Libre. Qui a été récupéré d'empreintes dans la collection Air Libre. Oui. Parce qu'effectivement, je m'étais dit, bon, on va faire une petite liste quand même, parce que bon, Air Libre, c'est bien, mais Taduc, Le Tendre, Majra, Magin, Dany, Lapierre, du Servet, en veux-tu, en voilà, Haussmann, Herman, Yann, Griffo, Causet, Gonzalez, et je vais me faire des tonnes d'ennemis parce que j'en ai oublié des tonnes. Je viens de me faire Visor, au moins 500 ennemis, moi, là. Donc oui, mais voilà. Oui, mais il y en a plein qui voudront plus que Franck P. Mais il y en a qu'on retrouve parfois un peu plus souvent. J'ai trouvé, effectivement, en regardant un peu, énormément de Servet. Alors, j'en avais encore des vieux. Hein. Avant même cette nouvelle mise en page, donc du Servet, il y en a beaucoup. Oui. Comment se passent les contacts avec tous ces auteurs? C'est vraiment eux qui viennent, ou bien est-ce qu'à un certain moment tu vas vers eux en leur disant est-ce que par hasard tu n'aurais pas quelque chose dans un tiroir parce que voilà, tu n'es pas encore dans ma liste, ou un auteur que tu aimerais effectivement attirer ou que tu aimerais bien voir rajouter dans... Alors, il y a plein d'auteurs que je verrais bien chez Air Libre et je n'attends que ça. Bon, maintenant, on a encore des années devant nous. Oui. Mais alors, souvent, c'est un contact avec l'éditeur. Mais alors, c'est vrai qu'on a des auteurs maison, comme Servet. Servet, quelqu'un d'extrêmement régulier, qui s'inscrit terriblement bien dans la collection Air Libre. On a des auteurs plus ponctuels, comme je vois Bajram, Mangin, Rochebrune. Souvent... C'est une discussion en fait entre l'éditeur et les auteurs. Tiens, moi j'ai envie de faire un truc qui soit un peu plus mature, ou j'ai envie de faire du western alors que je fais jamais du western chez mon éditeur classique. Ah ben viens, on va parler et puis on va voir. C'est vraiment de la camaraderie en général. Hein. Oui. Et c'est ça aussi, l'édition, c'est un échange de bons procédés quelque part. Moi j'ai envie de faire des beaux livres et toi tu as envie de faire un beau livre chez moi, donc viens, on va bien s'entendre. L'objet est vraiment superbe. L'objet est superbe. Oui. Ça c'est agréable de l'avoir en main et tout. Et donc quel serait l'auteur que tu aimerais avoir dans les prochaines années? Un que tu considères qu'il a totalement sa place dans ta bibliothèque et surtout dans ton armoire à trésors. Dans ma fameuse armoire Air Libre. Ouais. Honnêtement, là, comme ça, je pourrais pas en citer un. Il y en a déjà trop. Il y en a Ils sont déjà dedans. Ils sont déjà dedans, mais alors, le dernier que j'ai vraiment été ravie de voir chez Air Libre, c'est Bernard Isler.
Mais ça, c'est pour Madame Baudelaire. Pour Mademoiselle Mademoiselle Baudelaire. Parce que j'ai toujours aimé ce que Isler faisait totalement à la concurrence, hein, même s'il a fait des choses chez Dupuis qui étaient très très belles aussi. Et je trouvais qu'il avait un feeling qui collait bien avec la collection Air Libre. Et quand José Louis, à l'époque, a dit allez, on va faire Isler et Baudelaire, c'est la fusion parfaite. C'était la fusion parfaite pour Air Libre. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres comme ça, auxquels je ne pense pas comme ça spontanément. Mais il y a des fusions magnifiques. Je pense, alors je ne sais pas quelle est la possibilité, mais Enki Bilal aussi a fait des choses magnifiques qui, pour moi, pourraient s'inscrire dans Air Libre également. Si tu vois. Voilà, mais exactement, bon, c'est ce que j'avais dit, on ne sait jamais des fois. Maintenant, il y a plein d'autres auteurs maison. J'ai là les Franck sur mon bureau qui sont magnifiques et j'adore cette histoire qui est vraiment... C'est vraiment du tout public. C'est ce qu'on appelle le vrai tout public de chez Dupuis, c'est-à-dire que c'est autant pour les enfants que pour les adultes. Tout le monde peut lire, tout le monde... C'est celui qui va dans Spirou. Voilà, tout le monde y trouve son compte. C'est une des forces de Dupuis aussi, c'est de pouvoir avoir cette double lecture enfant et adulte sans problème. Je pense qu'il serait parfait dans un Air Libre aussi. Mais il y en a plein comme ça, je peux citer aussi de La Fée du Buc, et plein d'auteurs de l'extérieur aussi qui seraient parfaits dans Air Libre. As-tu un regret dans les publications, un livre qui a été publié et que tu t'es dit mais non, tout compte fait, il ne rentrait pas tant, ou au contraire un auteur que tu aurais voulu avoir et que tu n'as pas réussi à avoir? Non, je n'ai pas de regret parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que le hasard n'existe pas. Et donc, ce qui est justifié et ce qui ne vient pas, viendra peut-être plus tard, ne viendra peut-être jamais. Je pense que rien n'arrive par hasard et ce qui est là a sa justification. Même si aujourd'hui, il y a des livres qu'on n'édite plus chez Air Libre, donc des choses qui sont passées, comment on appelle ça, en arrêt de commercialisation. Mais même ces albums-là, à un moment, avaient leur justification dans la collection. Ils sont passés de mode ou des choses comme ça, mais ils avaient une justification à un moment. Dernière petite question, parce qu'on ne va pas le faire trop long non plus. Je sais que tu as des réunions après. Il n'y a pas de problème. Le format Air Libre est toujours le même. Enfin bon, les couvertures ont un peu changé au niveau mais le format est toujours le même. Côté des cahiers, c'est toujours le même principe aussi. Est-ce qu'on envisage un jour de le modifier ou de l'adapter? À ce jour, on est dans la perfection du moment, en tout cas. Moi, je trouve que la maquette est extrêmement sobre. C'est vraiment l'esprit d'Air Libre, c'est-à-dire c'est une très belle image et des auteurs. C'est vraiment l'idée de la collection Air Libre. C'est pas la série, c'est pas l'album, c'est vraiment les auteurs qui présentent quelque chose. L'album en lui-même est très beau, la finition est très belle, elle est très sobre. On a quand même quelques petits transfuges, je ne sais pas si j'en ai sous la main, mais ce sont des plus petits formats. Dans ces cas-là, on était plutôt toujours sur une idée d'être le plus cohérent possible avec l'intérieur, qui est peut-être plus dense, qui mérite peut-être un petit peu plus de densité. On reste quand même sur des maquettes qui sont extrêmement sobres et toujours dans le même esprit. Qui est cet esprit Air Libre. J'ai envie de dire celui qui est peut-être le plus différent, je ne l'ai pas sous les yeux, c'est L'âge d'or de Cyril Pedrosa. Qui est effectivement... on les a tous volés. Voilà, dont la maquette s'éloigne un tout petit peu de la maquette traditionnelle Air Libre. Alors, on reste quand même sur quelque chose d'assez sobre qui met toujours les auteurs en avant. Le récit se prêtait bien à un petit changement, à une petite
déviation de la maquette. Mais on garde quand même l'effet mat, le dos rond, la maquette air libre. C'est aussi... Alors, c'est peut-être une contrainte pour les auteurs, mais parfois les contraintes, ça fait du bien. Voilà. Si tu devais résumer tout ça en une phrase, que dirais-tu pour clore cette petite interview? Je dirais que travailler pour Air Libre, lire Air Libre, travailler avec tous ces auteurs, avec l'éditeur, avec toutes les personnes qui sont autour évidemment, c'est une manière de s'enrichir intellectuellement, de se faire grandir aussi, parce que ce sont des points de vue qui sont très différents, mais qui racontent chaque fois une histoire qui vous touche d'une manière particulière. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans la distraction, mais on est dans la distraction qui fait réfléchir. Et donc, ce sont à chaque fois des petits bijoux qui vous permettent d'en apprendre un peu plus, à la fois sur vous-même, à la fois sur la bande dessinée et à la fois sur le monde. Et bien voilà. Donc, nous clôturerons sur apprendre un peu plus sur soi-même, sur le monde et sur la bande dessinée. Julie, un tout grand merci en tout cas pour ta gentillesse, ton sourire. On sent effectivement la bonne humeur et la joie de travailler ici. On se retrouve bientôt pour un prochain. Et comme d'habitude, je ne vous dis rien, mais j'ai ma petite idée. Au revoir et bonnes vacances.